et que une autre préoccupation était d'être attentif au savoir que détiennent les personnes les plus éloignées de l'emploi pour les mettre en valeur et peut-être construire à partir de ces compétences, souvent non reconnues, des nouveaux métiers avec des vrais statuts de travailleurs. Et donc, c'est ainsi que dans les années 2000, ATD Quart Monde a créé plusieurs entreprises Travailler et Apprendre Ensemble, celle de Noisy-le-Grand, mais aussi à Madagascar et au Guatemala, pour essayer de travailler sur ces grands principes. Et donc, en France, à partir de 2011, ATD Quart Monde a travaillé sur une extension de ces entreprises Travailler ensemble et l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Pour aboutir en 2016 au vote à l'unanimité aussi de cette première loi d'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, qui a donc autorisé 10 petits territoires. Alors, c'est vraiment des petits territoires entre 5 000 et 10 000 habitants, à expérimenter pendant 5 ans le fait de créer des embauches donc avec des contrats d'emploi standards, autant d'embauches que de besoins, c'est-à-dire que de personnes privées d'emploi sur le territoire, et au salaire minimum. Le financement de ces salaires étant assuré aux 3/4 par une avance de l'État. Et avec le principe que ces emplois ne doivent pas concurrencer d'autres activités mises en œuvre ou qui pourraient être mises en œuvre sur le territoire par des acteurs publics ou privés. J'insiste sur le point que cette loi de 2016, elle a vraiment été obtenue par la mobilisation des personnes et des territoires. C'est pas seulement des acteurs associatifs ou des institutions qui l'ont pensé, c'est aussi keine Institutionen, sondern wirklich die Menschen vor Ort, die ihre Energie investiert haben, loi. Et pour vous donner un exemple, sur un des 10 premiers territoires zéro chômeur, les personnes privées d'emploi ont participé, donc c'était vers 2014-2015, à une centaine de réunions pour élaborer le projet, imaginer l'expérimentation, rencontrer les élus, les habitants, les entreprises locales, identifier les besoins, identifier qui sont sur le territoire les personnes les plus privées d'emploi. Et un autre exemple, sur un autre territoire zéro chômeur, les personnes privées d'emploi se sont constituées en 2016 en association pour mieux se faire représenter et s'impliquer dans l'expérimentation. Alors, quels sont les grands axes de l'expérimentation en France qui ont été définis justement en la pensant dès l'origine avec les personnes privées d'emploi en 2013-2015? C'est d'abord de trouver un système qui pourrait permettre de créer autant d'emplois que de besoins pour arrêter de mettre en concurrence les personnes sur une même offre d'emploi. Ça, c'est un principe qu'on retrouve dans l'expérimentation territoire zéro chômeur. Le système permet, en théorie, de créer autant d'emplois que de personnes privées d'emploi. Et le but étant d'atteindre ce qu'on appelle l'exhaustivité des embauches, ou plutôt l'exhaustivité des propositions d'emploi, parce qu'il y a toujours la liberté qui est laissée à la personne de repousser ou de refuser l'embauche pour raison familiale ou de santé, etc. Mais vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir identifier sur le territoire toutes les personnes qui sont extrêmement privées d'emploi et pouvoir aller à leur rencontre, frapper à leur porte et leur proposer cette embauche inconditionnelle. Donc, à travers un contrat de travail standard, parce que les personnes ont dit, il faut absolument éviter l'emploi précaire qui détruit les personnes et qui nuit au final aussi à l'économie, en laissant des personnes sous le statut de travailleurs pauvres. Les personnes ont dit aussi, parfois des contraintes familiales ou de santé font qu'on ne peut pas être embauché à temps plein, donc les embauches doivent être permises à temps choisi. Et les activités doivent être développées dans des secteurs utiles et de proximité qui respectent l'environnement. Elles ne doivent pas concurrencer soit des emplois existants qui pourraient exister, ni le bénévolat sur le territoire. Et les personnes ont dit, on souhaite aussi penser à l'intérieur des entreprises à but d'emploi, comme on les appelle, qui vont être créées, on souhaite penser ensemble l'organisation du travail. Et le dernier point, c'était la volonté que ces emplois-là soient des emplois formateurs, en fait, qualifiants, que les personnes puissent, pendant leur temps de travail, en fait, reconstruire ou construire un projet de formation et éventuellement envisager de postuler, de candidater auprès d'autres entreprises
si les autres entreprises du territoire embauchent. Alors, quelques exemples d'activités non concurrentielles qui ont été créées sur les 10 territoires en France jusqu'à présent, donc, en sachant que c'est des activités qui essaient de coller à la fois aux capacités, aux compétences des personnes privées d'emploi et à la fois aux besoins non couverts du territoire. Alors, ce sont par exemple certains services aux entreprises, broyage de déchets verts, la gestion des déchets en général, recyclage d'objets, de palettes, de pneus, de fenêtres, etc., d'ordinateurs, des commerces ambulants ou de proximité, surtout en milieu rural où beaucoup de commerces ont été arrêtés, des garages solidaires, des systèmes de transport solidaires, du maraîchage, des conserveries de légumes, des restaurants pour les personnes âgées du territoire et plus généralement des développements de projets dans l'animation de liens sociaux, la mise en valeur du patrimoine, etc. Comment est financée l'expérimentation? Donc, le principe est de considérer qu'une personne qui est au chômage de longue durée, qui est privée durablement d'emploi, en dehors de tout le coût humain, tout le gâchis humain que ça représente pour elle et son conjoint, sa conjointe, ses enfants, et puis l'ensemble du territoire, c'est aussi un coût financier. Alors, en France, il a été estimé par ATD Quart Monde en 2013 entre 16 000 et 19 000 euros par an et par personne. Et ce coût, il se répartit à la fois dans les prestations sociales et les allocations que reçoit la personne, mais c'est aussi du fait qu'elle consomme moins tous les manques à gagner en impôts, en taxes, en impôts commerciaux, en cotisations sociales qui sont liées à sa situation de chômage de longue durée, et aussi tous les coûts plus indirects de l'accompagnement du chômage et les coûts indirects de celui-ci, puisque quand on est privé d'emploi durablement, eh ben, ça impacte la santé, on se retrouve souvent dans le mal logement avec ses conséquences et ses coûts. La scolarité des enfants est attaquée également aussi. Et le résultat, c'est que donc cette avance de l'État par poste créé en France, elle est actuellement d'un petit peu plus de 17 000 euros par an par emploi créé à plein temps. Et donc, le but de l'expérimentation en France, on peut réinsister dessus, c'est vraiment l'exhaustivité des embauches sur le territoire, sur la base du volontariat des personnes. Et ça, c'est vraiment aussi le souhait qui a été exprimé dès l'origine par les personnes privées d'emploi. Dès 2014, par exemple, ou en 2015, une dame qui a dit moi, ce que je ne veux pas entendre, c'est un pourcentage. Tous les chômeurs doivent avoir du travail et pas qu'un pourcentage d'entre eux. Du travail, il y en a pour tous. Et donc, le but premier est cette exhaustivité des embauches et l'équilibre économique des entreprises à but d'emploi. On y reviendra peut-être dans la discussion. C'est un moyen et c'est pas un objectif de l'expérimentation. Et pour terminer, quelques premiers résultats de l'expérimentation en France. Donc, les premiers territoires zéro chômeur et les premières entreprises à but d'emploi ont ouvert en 2017. Donc, après 4 années, les évaluations publiques montrent qu'1 millier de personnes ont été embauchées. Et parmi ce millier de personnes, les 2 tiers d'entre elles n'auraient pas trouvé d'emploi stable si cette expérimentation n'existait pas. Début 2019, on a étudié sur un des 10 territoires quelle était en fait, entre guillemets, la volonté de travailler des personnes. Parce qu'en France, on a beaucoup de discours qui disent que parfois, on peut gagner plus avec les aides sociales qu'en travaillant, que du travail, il y en a, que si les chômeurs étaient plus dynamiques, cherchaient plus de travail, il y aurait moins de chômage, etc. Ce qu'a montré cette étude sur un des 10 territoires, c'est que plus de 90% des personnes privées d'emploi qui ont été rencontrées par le projet ont répondu oui à la proposition d'embauche, sont volontaires pour l'embauche proposée. Ce que dit un militant d'ATD Quart Monde en France, c'est que même si on gagne peu d'argent par le travail, eh ben ça change quand même la vie, parce que c'est autre chose que d'avoir de l'argent gratuitement quand on a été tellement rejeté par la société. Quand on nous donne des aides, on nous les reproche. Et là, ce que dit ce monsieur, c'est vraiment de dire que gagner
de l'argent par son travail, c'est non seulement une fierté, mais c'est aussi une assurance que cet argent-là ne soit pas retiré, parce que des aides sociales, on peut toujours les retirer pour une raison ou une autre, alors qu'un salaire, bon, sauf si bien sûr l'emploi s'arrête, hein, si l'entreprise a des problèmes, mais le salaire, on peut compter dessus. Voilà. Est-ce que le dernier constat aussi que font des études officielles sur l'expérimentation, c'est qu'elle crée des transformations positives qui vont parfois au-delà de l'emploi sur certains territoires. C'est-à-dire que c'est tout un territoire qui retrouve une santé, un dynamisme, du lien social, mais c'est aussi la santé des enfants, la scolarité des enfants quand leurs parents retrouvent un travail qui s'améliore. C'est aussi la vie familiale qui se consolide et des nouveaux projets de vie qui peuvent se reconstruire au niveau personnel et au niveau familial. Voilà, je m'arrête là pour laisser la parole. Merci Jean-Christophe, c'était vraiment très bien de donner tout ce contexte. Maintenant, on va avoir Agnès Touvenot qui va nous parler de son expérience dans un de ces 10 territoires dont Jean-Christophe Sarraud vient nous parler. Donc Agnès, à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation suisse. Donc moi, je suis élue locale. Je suis adjointe au maire d'une commune de 150 000 habitants qui est située dans l'agglomération lyonnaise. Alors, je vous ai remis une petite carte pour vous montrer donc l'agglomération lyonnaise et puis Villeurbanne, c'est ces petits morceaux sur l'est, le nord-est. Et puis, on va parler plus particulièrement du quartier Saint-Jean, qui est un quartier qu'on considère comme politique de la ville. Donc, c'est la géographie prioritaire en France pour les quartiers qu'on appelle difficiles, sensibles, bref, des quartiers qui cumulent des fragilités socio-économiques qui sont importantes. Et donc, c'est dans ce quartier-là qu'on a impulsé l'expérimentation Territoire zéro chômeur en 2016. Moi, je fais pas partie des très grands précurseurs. J'étais pas là en 2013-2014. Je suis élue depuis 2014 et on s'est saisi de cette expérimentation. En fait, je m'en suis saisie je vous le dis, c'est que du coup, j'étais adjointe notamment à l'emploi et l'insertion et le seul rôle de l'adjointe d'une élue locale à l'emploi et l'insertion en France, là, ça se résumait à signer des parapheurs comme quoi les personnes avaient bien fait leurs étapes de parcours, qu'elles avaient bien été à leur entretien. Et voilà, il n'y avait pas de perspective d'emploi et du coup, il fallait seulement rendre des comptes à l'Europe dans le cadre du Fonds social européen. Et voilà, donc je trouvais que ça manquait quand même beaucoup de sens. Et je connaissais bien ATD Quart Monde, j'avais croisé ATD sur cette projet de territoire zéro chômeur et donc j'ai proposé au maire de Villeurbanne en 2014, fin 2014, de tenter l'aventure à Villeurbanne. Yes, juste une seconde. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus longtemps pour les traductrices? Oui, pardon, ça c'est mon grand défaut. Pas de souci, je vais tenter. Villeurbanne, donc on a démarré une fois que la loi a été votée, donc en février 2016, et on a fait notre première réunion de travail en mars 2016, et l'entreprise s'est ouverte un an jour pour jour après notre première réunion de travail, donc en mars 2017. Le quartier Saint-Jean, c'est un quartier, donc je le disais, très fragile, 30% de taux de chômage, 400 personnes privées d'emploi, dont 200 jeunes ou invisibles. On ne sait pas trop comment le qualifier. En tout cas, on avait, par rapport aux chiffres inscrits de Pôle emploi, qui est l'organisme qui accompagne les personnes qui sont chômeurs, on avait, par les différentes remontées associatives et puis les observations sociales, on avait bien vu qu'il y avait 50% des gens qui étaient connus de nulle part. Et c'est toute l'originalité du projet de territoire zéro chômeur et c'est ce qui vraiment donne un sens profond, c'est-à-dire que en fait, on part de la privation d'emploi et par le sentiment de privation d'emploi. C'est pas parce que on n'est pas inscrit, on n'est pas dans le chemin de la recherche d'emploi officielle qu'on n'est pas considéré comme personne privée d'emploi. Et j'y reviendrai un peu par la suite de ce que ça change. Alors le quartier, c'est un quartier de grand ensemble urbain avec, alors là on voit pas trop, mais j'ai une petite, voilà, il y a des tours. Alors bon, c'est pas les quartiers les plus grands, mais quand même il y a une pauvreté importante dans ce secteur-là. Mais aussi avec une richesse économique, avec plein d'entreprises sur le secteur, mais des entreprises avec une espèce de frontière entre le nord et le sud. Le nord, les entreprises, le sud, les habitants, et une frontière étanche entre les besoins d'emploi et les besoins de main-d'œuvre.
Et donc, le projet, on l'ancre sur ce secteur-là. C'est un choix politique en se disant, ici, on a un fort potentiel de coopération territoriale. Aujourd'hui, l'entreprise, donc on a créé une entreprise qui s'appelle Émergent, qu'on compte aujourd'hui 90 salariés. Et vous voyez, elle a grossi très vite puisqu'elle est née en mars 2017 avec 11 salariés. Sur les 18 premiers mois, elle est passée de 11 à 80. Et puis après, elle a mis un peu de temps à regrossir parce que, j'y reviendrai, c'est quand même pas si simple que ça comme expérimentation. Aujourd'hui, il y a 90 salariés, il y a 10 jeunes de moins de 26 ans. Et elle a comme particularité d'être une entreprise avec comme actionnaires les entreprises du territoire. Et on voulait vraiment que ce projet soit très ancré sur le territoire. On ne voulait pas que ce soit un projet social. C'est pour ça qu'on ne l'a pas, en tout cas à Villeurbanne, on a fait le choix que ce ne soit pas une association. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise, aujourd'hui? Elle a 3 activités particulières. Elle a des activités pour à destination des habitants, des activités pour la transition écologique et des activités pour les TPE, pour les petites entreprises et les moyennes entreprises. Donc, les habitants, je le disais, on est dans un quartier pauvre et donc, par le modèle économique que permet l'expérimentation, en fait, ça permet de proposer des services aux habitants beaucoup moins chers, très en dessous des prix du marché que n'importe quelle entreprise. Alors, c'est là toute l'originalité du projet, c'est-à-dire qu'il faut créer des activités qui ne soient pas en concurrence avec le secteur économique marchand, puisqu'il ne faut pas détruire de l'emploi dans ce secteur-là. Mais on voit qu'il y a plein d'interstices et il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas forcément de l'emploi. Et donc, le projet de Territoire Zéro Chômeur, c'est de créer des emplois sur ces besoins qui sont non couverts, et notamment par rapport aux habitants. Pour les entreprises, là encore, le projet, il est complexe parce qu'il doit s'adresser en fait à des micro-marchés, ce que le marché ne vient pas faire, ce que le marché a petit à petit oublié. Par exemple, l'entreprise, elle a développé un service de blanchisserie professionnelle. En fait, dans les toutes petites entreprises du secteur, la blanchisserie, elle était à la charge des épouses ou des femmes, des travailleurs, des ouvriers. Et donc là, on voit bien qu'on vient combler un manque puisque les gros leaders du secteur, en fait, ils viennent pas chercher 1 ou 2 vêtements dans les entreprises. Et donc là, cette entreprise, en étant très territoriale, elle arrive à répondre à des besoins. Et puis, elle travaille pour la transition écologique. Là encore, la question du modèle économique. Aujourd'hui, on a plein d'activités qui ne sont pas rentables au niveau du marché. Et en revanche, le projet économique de Territoire Zéro Chômeur permet d'y répondre. Alors, voilà un peu l'ancrage territorial. Alors maintenant, c'est plutôt la deuxième partie. Qu'est-ce que ça change Territoire Zéro Chômeur par rapport à tous les autres projets d'emploi, en tout cas que nous, on a vu en France, qu'on a en France et sûrement qui doivent exister en Suisse. Le premier, c'est la question, et c'est vraiment la philosophie d'ATD Quart Monde, et c'est comment est-ce que la personne, elle est au centre, la personne qui est privée d'emploi, elle est au centre du projet. On le sait, et Jean-Christophe l'a dit, le retour à l'emploi, elle a des bénéfices sur la santé, des bénéfices sur le lien social. Tout ça, ça ne change pas des autres projets d'insertion. Ce qui change, c'est le temps long que permet le contrat standard qui est proposé par l'expérimentation. Souvent, dans les politiques d'insertion en France, en fait, les gens, ils ont du travail, ils ont des contrats pour 3, 6 mois, 12 mois. Et on sait que quand on est abîmé par la vie, quand on cumule plein de difficultés dans sa propre vie, en fait, souvent 3, 6 mois, c'est pas suffisant pour pouvoir avoir le temps de se relever. Donc ça, c'est vraiment, on change de philosophie par rapport à l'emploi et on n'oblige pas la personne à avoir un projet. En fait, elle vient à l'emploi et puis déjà, elle prend le temps de se reconstruire. Le deuxième marqueur, c'est qu'on est sur une approche territoriale du recrutement. En fait, les personnes du quartier de Saint-Jean, en fait, on ne les choisit pas, elles arrivent et c'est par ordre d'arrivée. Il n'y a pas de sélection. Et du coup, dans les profils qu'on a, on a eu des profils extrêmement différents. Par exemple, on a une dame qui porte le foulard et qui n'a jamais réussi à trouver un emploi, mais cette dame, elle est titulaire d'un doctorat en chimie. Donc, vous imaginez bien qu'elle a des compétences psychosociales extrêmement élevées, sauf qu'elle n'a jamais pu les mettre en œuvre seulement dans le cadre d'un bénévolat. Et encore, très souvent, dès qu'elle commençait à prendre un peu trop de place, on la soupçonnait de vouloir faire du prosélytisme. Donc, elle était ici, elle a trouvé toute sa place. Et puis,
au regard, on a d'autres personnes qui ont des jeunes décrocheurs scolaires, donc qui n'ont aucun niveau de qualification, ou des personnes qui ont à peine été à l'école dans leur pays d'origine, ou des personnes qui ont une qualification dans leur pays d'origine, mais qui en France, entre guillemets, ne vaut rien sur le marché du travail. Je pense notamment à un monsieur qui est rentré dans l'entreprise à 58 ans. Ce monsieur, il est algérien. Il est arrivé en France à 51 ans. Il était comptable en Algérie. La comptabilité, il les faisait sur des morceaux de papier. Forcément, intégrer une entreprise et faire assurer une fonction de comptable, impossible en France. Et donc là, aujourd'hui, il est comptable chez Emergent et il a appris. Aujourd'hui, il commence à faire les tableaux Excel. Je ne sais pas si c'est encore utilisé tous les logiciels de comptabilité, mais en tout cas, il a trouvé sa place. Et donc, c'est cette mélange des compétences qui fait que, en fait, tous les profils forment une forme d'équilibre dans l'entreprise et que c'est un véritable collectif qui vit. Le troisième élément, c'est qu'il y a des compétences qui sont complètement invisibles et qu'aujourd'hui, le marché du travail n'arrive pas du tout à détecter. Alors, il y a la question du port du foulard. On est dans un quartier politique de la ville avec un fort taux de personnes qui ont vécu un parcours migratoire et qui ont abandonné la recherche d'emploi pour cause de discrimination religieuse, discrimination raciale. Et du coup, elles ont abandonné, elles sont invisibles. On a l'inspection générale des affaires sociales qui dépend du ministère du Travail a évalué que dans l'expérimentation en France, 46% des personnes étaient complètement invisibles des politiques d'emploi. Voilà, donc ça, c'est vraiment le marqueur extrêmement fort et on vient mesurer des compétences et on vient réactiver de la richesse qui était aujourd'hui, qui finalement disparaît de nos radars et on voit bien le gâchis humain que ça génère et toute la dignité des personnes qui, bien sûr, est mise à mal par ce processus d'exclusion de longue durée, voire de très longue durée, puisqu'un certain nombre de personnes n'avaient soit jamais travaillé, soit été privées d'emploi depuis 7-8 ans et on voit tout ce que ça génère sur la vie. Pour terminer, peut-être, je pense, Emmanuel, vous me coupez parce que je peux être bavarde. Je peux te valider. En fait, ce projet-là, en tant qu'élu, et ça, c'est le deuxième point sur la question de la gouvernance. Ce projet, il a comme particularité d'associer toutes les parties prenantes. Alors, bien sûr, c'est la marque de fabrique d'ATD Carmont, donc fait avec les personnes concernées. Alors, bien sûr, on a construit l'expérimentation avec les personnes privées d'emploi, avec les habitants, mais aussi, on a construit le projet avec des parties prenantes qui habituellement voient les pouvoirs publics un peu en chien de faïence, c'est-à-dire le secteur économique, et on a mis autour de la table les syndicats de salariés, les entreprises, les habitants, les pouvoirs publics, bien sûr. Et dans les pouvoirs publics, on a à la fois l'État et puis les municipalités. Et tout ça, fait que on a essayé de mettre dans une gouvernance très territoriale, très partagée, ce projet. Là aussi, ça bouscule beaucoup parce que les pouvoirs publics ne décident pas tout seuls et les entreprises, elles ne décident pas toutes seules non plus et c'est pas elles qui ont raison sur la question de personnes qui seraient entre guillemets des fainéants qui voudraient pas aller au travail. Voilà, on arrive à déconstruire des stéréotypes, des idées reçues sur la grande pauvreté et c'est ça qui fait aussi la force du projet. Côté pouvoir public, c'est pas facile parce que les pouvoirs publics, ils sont aussi pleins de stéréotypes et en tout cas, on a oublié que la question de la grande pauvreté, elle se résout pas du jour au lendemain. Et donc là, on peut se réjouir parce que l'expérimentation qui était pensée pour 5 ans, on voit qu'en 5 ans, en fait, on n'y arrive pas à faire zéro chômeur. On a toujours sur le quartier de Saint-Jean, on a au moins 200 personnes qui sont toujours personnes privées d'emploi et ça, c'est sans compter les effets de la crise sanitaire. Voilà. Et puis pour terminer, ce que je pourrais dire aussi, c'est que le projet, il permet un emploi dans un cadre collectif et sécurisé. On est en contrat standard et finalement, j'ai l'habitude de dire que c'est un contre-Uber territorial. En fait, aujourd'hui, les salariés d'Emergent exécutent plein de petites tâches différentes dans la journée. Et on est sur une notion de polyvalence de compétences. La polyvalence, elle est permise et elle est nécessaire parce que on a des problèmes, beaucoup de personnes ont des problèmes de santé, conséquences ou causes du chômage, ça on ne sait pas trop dire. En tout cas, les personnes ne peuvent pas être sur des emplois pénibles longtemps. Et donc, on a cette diversité des tâches qui sont exécutées par les salariés de l'entreprise tout au long de la journée. Toutes ces tâches-là, en fait, elles auraient pu être exécutées par des auto-entrepreneurs
des entreprises unipersonnelles, toutes seules dans leur secteur. Et en fait, là, on voit bien que ça permet d'être dans un cadre collectif. Et je crois que c'est vraiment le dernier point, c'est vraiment fondamental, c'est que la question de la citoyenneté, de l'ancrage territorial et ce collectif d'emploi, ce cadre d'emploi sécurisé et collectif, c'est ce qui fait que c'est un projet qui est un peu révolutionnaire, hein, qui est pas si facile que ça, mais qui marque aussi beaucoup et qui est pour nous un véritable laboratoire de la question du rapport au travail, à mon avis, pour les années à venir. Voilà ce que je pouvais dire pour démarrer. Merci Agnès et merci Jean-Christophe. Je crois qu'en un temps très court, vous avez réussi à nous donner une énorme richesse et de quoi beaucoup réfléchir et je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions qui vont venir dans la deuxième heure. Maintenant, Aïcha Brugère, tu peux y aller si tu veux pour nous dire déjà ce que tout ça inspire. Toi qui es directement en contact avec des chômeurs aussi. Et bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, oui. Ok, donc je vous remercie de m'avoir invité. Je m'appelle Aïcha Brugère, je travaille à l'Association de défense des chômeurs de Neuchâtel, qui a pour mission de défendre les intérêts individuels et collectifs des chômeurs. Voilà. Donc moi, je suis très enthousiasmée aussi par la présentation d'expériences françaises qui répond aux besoins de beaucoup de chômeurs de longue durée et qui correspond aux défis sociétaux et environnementaux actuels. Les chômeurs et les chômeuses qu'on rencontre demandent et recherchent de l'emploi. Ils ne réclament pas d'aide sociale ni la charité, mais juste un job correct qui corresponde à leurs capacités et puis à leur situation personnelle. Les compensations financières qui sont mises en place pour ceux qui n'ont pas d'emploi, l'aide sociale, le chômage, devraient donc constituer un moyen de maintenir le minimum de dignité nécessaire pour leur permettre de continuer à rechercher du travail. À l'Association de défense des chômeurs de Neuchâtel, on considère également que l'accès à l'emploi est un droit et qu'effectivement, celles et ceux qui en sont privés subissent une injustice qui représente un facteur d'exclusion intolérable. Cette privation, cette injustice crée le découragement, la perte de l'estime personnelle et de la colère. Plus cet état dure, plus les chômeurs s'éloignent du marché de l'emploi, car ces frustrations se transforment au fil du temps en amertume, en tristesse et en résignation, avec souvent des effets, comme on l'a déjà dit, désastreux sur la santé. Il faut donc trouver du travail pour y remédier. Mais comment y accéder alors que le premier marché de l'emploi en Suisse se veut ultra compétitif? Pour les chômeurs de longue durée, il devient d'ailleurs presque inaccessible. Le monde du travail se déshumanise et brise lui aussi les individus en exploitant les forces de travail et les compétences des travailleurs dans une logique de rendement effréné, ce qui crée davantage de souffrance et d'exclusion. Le remède devient alors le poison. On a vu beaucoup de gens penser que leurs problèmes disparaîtraient, que tout irait mieux, quand ils auraient enfin retrouvé du travail et qui sont tombés de haut. Nous, on rencontre beaucoup de gens qui sont en burn-out ou qui sont exclus du monde du travail à cause d'un épuisement au travail. C'est pourquoi on pense qu'il est urgent et fondamental de repenser l'emploi pour l'ensemble de la société et d'observer avec des yeux nouveaux la notion d'employabilité. D'après nos observations, c'est loin d'être gagné. J'en veux pour exemple la réforme du service de l'emploi du canton de Neuchâtel, qui a introduit dans son processus d'inscription au chômage 2 protocoles d'évaluation de l'employabilité des assurés. Avant même de toucher le moindre centime, on veut savoir si vous représentez un bon ou un mauvais risque et si ça vaut la peine d'investir sur vous. De cette façon, on peut trier le bon grain de livret. En fonction de leurs compétences de base ou encore de leur situation financière, les assurés ont la possibilité de bénéficier ou pas de certaines formations et mesures d'intégration professionnelle. Ainsi, on va considérer qu'un cuisinier qui ne maîtrise pas les outils informatiques, ne possède pas de véhicule ou est atteint dans sa santé, même s'il a droit au chômage, ne dispose pas des compétences pour accéder aux mesures d'insertion. Pour nous, il s'agit d'une forme de discrimination qui va totalement à l'encontre de nos valeurs. Pour moi, c'est loin d'être une réforme. Cette approche technocrate et réactionnaire
ne vise qu'à faire baisser les chiffres du chômage en faisant fi de ceux qu'on laisse au bord de la route. Le système de l'assurance chômage individualise les solutions en créant des catégories, ce qui a pour effet de diviser les personnes sans emploi. Évaluer, surveiller et sanctionner, ce système met tout en place pour culpabiliser et rendre les personnes uniques responsables de leur situation. Alors que selon nous, le chômage est une affaire collective et non individuelle. De notre côté, nous sommes persuadés que la mise en place de projets collectifs qui génèrent de l'empowerment constitue un rempart à ce mode de fonctionnement infantilisant et humiliant. Il faut que les personnes en situation de précarité deviennent acteurs du changement qu'ils souhaitent, ce qui bénéficiera à l'ensemble de la société. Dans tous les projets participatifs que nous menons, nous veillons à intégrer les personnes touchées par la problématique dans l'ensemble du projet, dès le départ et à chaque étape. Soigner la qualité de la relation, du chemin que nous allons partager pour arriver à notre but, nous semble primordial et a toujours généré davantage de bénéfices humains. Gagner en confiance, nous, c'est la clé. Avoir confiance en soi, en les autres, en l'avenir et même dans les autorités permet de se redresser pour affronter les obstacles de la vie. Le projet Territoire zéro chômeur a, ce que je comprends, pour but final d'améliorer la vie de ces désormais travailleurs et celle de leurs concitoyens en utilisant l'outil des entreprises à but d'emploi. L'accès au travail n'est en sorte qu'un moyen d'arriver au bien-être collectif. C'est bon? Ça joue? Excusez-moi. C'est bon, vous m'entendez là? Ok, je reprends. C'est bon. Faut que je lève la tête? Je ne pense pas que c'est ça. Je pense que je me suis déconnectée, désolée. Donc, je ne sais plus où j'ai été coupée du coup. Le projet Territoire zéro chômeur a pour but final d'améliorer la vie. Oui. J'en ai déjà parlé. Je reprends là. Je reprends là. Ok, ben je reprends là. Désolée pour la répétition. Le projet Territoire zéro chômeur donc, a pour but final d'améliorer la vie de ces désormais travailleurs. Et en fait, c'est ça qui nous semble innovant, c'est que l'entreprise à but d'emploi est un outil. L'accès au travail est en sorte un moyen d'arriver à plus de bien-être collectif. Et c'est en ça que ce projet est innovant. Comme je lis et je répète, je suis plus très naturelle, désolée. Donc, c'est ça qui est très différent des mesures qu'on connaît donc, dans nos régions. Il s'agit d'apporter par des actions locales une nouvelle façon d'appréhender de manière globale et l'avenir. Voilà, le travail à tout prix, juste pour sortir de l'aide sociale, pour contenter le politique qui croit que c'est la seule manière de maintenir la cohésion sociale, n'a pas de sens. Et pour finir, en fait, les personnes qui sont engagées dans ces endroits, elles s'engagent envers leurs voisins, envers leur communauté, envers l'écologie. Ils prennent en charge des missions utiles qui font sens et qui permettent d'accéder à la chance. Tout le monde en a besoin pour se lever le matin. Multiplier ces expériences représente l'opportunité de changer le système de valeurs actuel en plaçant l'humain et l'environnement au centre, à la place du rendement et de la croissance économique. Nous pensons que la prospérité
dans une société saine où le développement durable sera devenu la norme. Merci beaucoup. Merci Aïcha. Je pense qu'il y a, bon, il y a un petit problème, je ne sais pas, Michael, un problème de connexion à un moment donné. Bon, mais bon, on a bien entendu ce que tu avais à dire. Donc, bon, Elisabeth Gillard, peut-être, j'espère que ce problème de connexion va être résolu, mais vas-y, c'est à toi. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez vu, Michael demande qu'on coupe, que tout le monde coupe sa vidéo. Peut-être que ça permettra, à part les intervenants bien sûr, mais que tout le monde coupe sa vidéo, ça permettra peut-être d'améliorer la bande passante. Voilà. Bonjour à vous tous et merci d'être là. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je vais parler à partir de mon expérience personnelle et d'autres autour de moi, et des participants de l'Université populaire ATD Carmont. C'est devenu quasi impossible pour nombreux jeunes et adultes, d'entrer ou de retourner sur le marché du travail ou dans une formation. Et quand on a 40 ans, c'est déjà très compliqué de trouver ceux qui ont perdu leur travail. Cela a été définitif pour eux. Jamais plus ils en ont retrouvé du travail. Quelque chose s'est cassé et jamais ils n'ont pu se remettre sur le marché de l'emploi. Nous nous trouvons souvent avec un CV vide à cause de la longue durée et à l'aide sociale ou sans emploi. Nous arrivons dans un monde numérique. Il faut sans arrêt se former. Même quand on a un travail de dizaines d'années très éreintant, avec des salaires très précaires, c'est déjà la survie le jour le jour. Il est vrai que de se former ne devient pas une priorité. Pour aller vers une vraie formation, l'école obligatoire n'a pas réussi à assurer les acquis de base pour tout le monde et à nous ôter la confiance en soi pour apprendre. Déjà que le lendemain, on ne sait pas de quoi il va être fait, alors l'avenir peut sembler très lointain. Des personnes précarisées par le Covid-19, dont par les médias et à qui ils donnent la parole, sont ceux et celles qui n'arrivent pas à trouver un travail qu'on a déjà perdu à cause de la crise économique engendrée. Mais pour nous, c'est la crise générale. Comment celles et ceux qui sont sans travail depuis des années vont-ils être pris en compte? Dans la reconstruction sociale et économique de l'après-Covid, en tant que travailleurs et non en tant qu'assistés. Pour ceux et celles qui sont à l'assurance sociale ou invalidité et qui voudraient se restituer dans un monde du travail, comment ils peuvent rejoindre les comités à but d'emploi et non rester dans l'insertion ou l'assistance, ce qu'ils ont toujours connu. Un salaire décent, moi j'en parle d'en avoir un toit, d'avoir à manger suffisamment et surtout de pouvoir payer ses factures, car c'est terrible de ne pas arriver à s'en sortir. On accumule et ça devient un cumul qu'on n'arrive même plus à rattraper. Avec Territoire Zéro Chômeur, ce n'est pas des salaires au rabais, c'est des salaires décents et ça c'est très important. Je pense que chaque personne qui s'engage dans Territoire Zéro Chômeur doit signer comme une charte, parce que dans une charte qui assure que tout le monde a sa place. Les gens les plus écrasés par la vie, par les soucis, ce sont les gens qui vont pas faire de bruit, qui vont s'effacer et certainement qui vont quitter parce qu'ils ne retrouvent pas leur place. C'est les premiers qui vont quitter. Ça veut dire que les personnes les plus concernées ne seront pas là. Dans ce type de charte, c'est très important. Tout le monde devrait signer comme garantie de respect mutuel et d'aller chercher des gens les plus concernés et surtout ne pas les perdre. Car si les projets comme Territoire Zéro Chômeur sont de courte durée et permettent de donner le temps aux avancées réelles dans le monde du travail, alors il y a échec pour certains.
On s'entendra à nouveau dire « on a essayé et ça n'a pas marché ». Cela vient à discréditer une fois de plus les personnes en grande pauvreté. Et ces discriminations doivent disparaître. Ces projets donnent de l'espoir à celles et ceux qui n'ont plus la possibilité de retrouver du travail. Et nous sommes nombreux. Pour nous, aucun autre projet n'existe qui est comparable à celui-ci. Il permet que chaque personne puisse être acteur de sa vie et non spectateur. Faire avec les gens et non pour les gens. Je vous remercie beaucoup, à vous tous. Merci surtout à toi, Elisabeth. Je crois que ce que tu nous as dit est extrêmement important et ça montre aussi la pertinence qu'il y a à mieux connaître et à mieux comprendre Territoire zéro chômeur chez nous ici en Suisse. Eugen Brand, maintenant, Eugen, tu peux conclure cette première tour de table. Oui, bonjour à tout le monde et tous. Et pas conclure, mais ajouter quelques... On ne t'entend pas. C'est bon? Ah, voilà. Oui, je crois que c'est bon là. Vas-y. Voilà. Non, je ne sais pas conclure, mais ajouter quelques réflexions. J'étais très frappé par cette parole d'une personne en France qui dit « Avec territoire zéro chômeur de longue durée, c'est la première fois que je me suis trouvé en situation de contribuer à créer du travail au lieu d'avoir à chercher du travail. » Ça me pose cette question d'être dépossédé du pouvoir d'agir ou au contraire, être en mesure de pouvoir agir pour soi-même et avec les autres. Et à mon sens, c'est là un aspect central de cette innovation territoire zéro chômeur pour longue durée. Pour une économie au service des gens, en commençant par celles et ceux qui sont le plus exclus de l'emploi. Et ça l'amène à me faire un lien avec la recherche participative qu'ATD Quart Monde et l'Université d'Oxford ont conduit entre 2017 et 2019, intitulée « Les dimensions cachées de la pauvreté ». Je vous invite vraiment à travailler ce document. C'est une recherche qui s'est menée dans 6 pays, le Bangladesh, la Tanzanie, la Bolivie, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Une démarche ancrée dans le croisement des savoirs, donc avec des acteurs universitaires, des acteurs du monde professionnel et des personnes avec l'expérience de la grande pauvreté. Des savoirs mis en dialogue qui ne peuvent pas se remplacer et qui sont indispensables les uns aux autres. Et ce travail s'est fait dans chaque pays, puis dans les pays du Sud et dans les pays du Nord, et à la fin, tous les pays se sont retrouvés dans un séminaire pour voir quelles sont en fait, à travers nos réalités différentes, les dimensions cachées communes. Et la première qui en est sortie au cœur de l'expérience de la pauvreté est justement celle de la dépossession du pouvoir d'agir, en lien avec le combat et la résistance des gens, et aussi le fait que la souffrance dans l'esprit, dans le corps et dans le cœur n'est pas vue dans nos sociétés. Et par rapport à cette dépossession du pouvoir d'agir, une co-actrice de la recherche disait « Être pauvre, c'est faire partie d'un système qui vous fait attendre indéfiniment dans un état de peur, d'incertitude et d'impuissance. » Et ça me fait penser à l'histoire dans notre pays qui a une histoire profonde et longue, marquée par des violences institutionnelles et sociétales inouïes. Marqué par exemple par ce dire terrifiant « qui ne travaille pas ne mange pas ». Et dans notre pays, à travers l'histoire, pas à pas, la pauvreté a été institutionnalisée, avec comme forme extrême la psychiatrisation de la pauvreté, vue et traitée comme une maladie. Des études parlaient d'être défectueux dont les symptômes sont l'absence d'instinct de travail et le manque de conscience d'un but dans l'action. Une militante, Nelly Schenker, dit dans le film « Que sommes-nous devenus ?»
tant de fois que je me suis enfui d'une clinique psychiatrique, je ne voulais pas de piqûres, je voulais vivre et travailler. Et l'émission Temps présent, Pauvres mais pas fous, auquel le mouvement et ses militants ont participé, met de façon poignante cette réalité en lumière dans ce pays. Par cette institutionnalisation de la pauvreté dans notre pays, les personnes qui vivent cette réalité se trouvent aujourd'hui soumises à une constante surveillance qui va dans les détails, une déresponsabilisation, alors que les gens disent souvent, dès l'âge de 5 ans, j'étais amené à assumer des responsabilités d'adulte, de travailler aussi. Et aujourd'hui, on me traite comme un enfant. Et finalement, cette institutionnalisation de la pauvreté en Suisse amène à la privation de liberté, de la liberté des personnes dans tous les domaines de la vie. Lutter non pas pour, mais avec les personnes en situation de pauvreté pour contribuer à gagner en possibilité de pouvoir penser, agir et décider ensemble, ça c'est, à mon sens, l'ADN de l'innovation territoire zéro chômeur de longue durée. Dans notre pays, au sein de nos organisations et des instances publiques, locales, nationales, cette innovation nous engage dans la recherche d'une gouvernance à l'horizontale, capable de mettre fin à l'invisibilisation de la pauvreté dans notre pays, où entre 8 à 10% aujourd'hui de la population se trouve dans cette réalité-là. Mais aussi, très important, de mettre fin à cette autre invisibilisation qui est celle du savoir, de l'expérience des personnes qui vivent cette réalité. Quand votre réalité est niée, votre savoir, votre expérience l'est aussi. Et c'est ça que vivent les personnes en situation de pauvreté dans notre pays. C'est un savoir essentiel pour évaluer en quoi nous avançons dans le pays au niveau d'un état de droit pour tous et dans un vivre ensemble solidaire. Et c'est un savoir qui est là, mais qui est trop souvent encore étouffé et surplanté par celui des experts. L'innovation et les personnes dont nous en parlez, vous, Jean-Christophe, Agnès et Elisabeth, vous nous mettez devant une série de questions, à mon sens. Et d'abord, la question de quelle nature est notre lien avec, au sein de nos propres organisations, avec les personnes en situation loin de l'emploi. S'agit-il de liens d'aide, de service, de mandat, ou s'agit-il de liens de solidarité? S'agit-il pour nous, quand nous entendons une innovation comme territoire zéro chômeur, de se dire on peut s'y lancer aussi, on va simplement ajouter des chaises dans notre organisation, dans notre fonctionnement d'organisation, au lieu, parce que c'est là, je trouve, le défi de cette innovation, d'être amenés tous, le mouvement aussi, ici en Suisse, de repenser notre propre forme d'organisation, notre façon de travailler, de réfléchir, d'évaluer, de prendre des décisions avec celles et ceux qui se trouvent dans les situations les plus extrêmes. Et aussi cette autre question, pour que les personnes en situation de pauvreté se retrouvent dans les institutions publiques, locales et nationales et internationales en tant qu'acteurs à travers des organisations dont elles ont choisi librement d'y participer. Quel est là aussi notre engagement ensemble entre organisations? Il va donc d'une gouvernance qui cherche une horizontalité, comme l'a dit Agnès, capable de mettre tous les acteurs ensemble autour de ce défi. Une horizontalité dans la gouvernance qui sait bâtir une unité, une impulsion de projet à travers la diversité des réalités. Et constamment aussi une conscience que pour se libérer ensemble de la réalité des injustices, de la pauvreté dans notre pays, il faut être ensemble. Je vois deux enjeux. Nous devons mutualiser nos efforts pour
obliger une transformation dans nos institutions qui ont amené à tant de violence par rapport aux personnes dans la pauvreté. Et le projet Croisement des savoirs, identité, société et pauvreté, qui est subventionné aujourd'hui par le gouvernement, a ce but-là. Par ce projet, le mouvement veut contribuer à des changements de fond pour que les injustices et violences institutionnelles et sociétales vécues dans l'histoire de notre pays ne se répètent plus. Et aussi, il me semble, pour que ce projet, cette innovation du territoire zéro chômeur n'est pas un enfant perdu dans le champ social, il nous faut continuer ensemble, faire partenariat pour obliger nos pays à bâtir des politiques globales et cohérentes, ancrées dans l'ensemble des droits humains. Et pour conclure, quand j'entends cette innovation, quand je repense à toutes les personnes que j'ai connues dans différents pays, mais aussi en France, qui ont travaillé, qui ont refusé cette injustice d'être écartés du monde du travail, inutiles, leurs apports mis en jachère, quand je pense à tous ces gens et ce qui est devenu cette innovation, je me dis, oui, c'est vrai, à travers l'histoire, souvent, ceux qui ont été dans les situations de plus grande injustice ont aidé à des avancées, des innovations sociales, des avancées au niveau des droits humains et des lois plus justes. Et pourtant, on peut se demander quelle place, quelle signature au sein de nos sociétés leur est reconnue dans l'histoire de l'humanité, dans la conquête de l'égale dignité. Quelles traces leurs combats ont laissées. Quand je repense d'où vient l'innovation territoire zéro chômeur de longue durée, je me dis que notre mouvement, il n'a rien inventé. Il n'a fait que chercher constamment, aussi avec d'autres, comment pouvait naître et se réaliser ce que des enfants et des jeunes, des femmes et des hommes portaient déjà au très fond d'eux d'un monde plus juste. Et en tant que mouvement, nous devons constamment nous interroger en quoi nous aussi nous contribuons ou nous contribuons pas à l'émergence de cette nouvelle signature d'une dignité égale. Et pour conclure, j'aimerais ici, entre nous en Suisse, poser cette question: qu'allons-nous faire ensemble, entre nous, pour que cette innovation ait vraiment la signature aussi dans notre pays de celles et ceux qui ont connu les situations les plus extrêmes, qui ont payé de leur santé et de leur vie des conditions de travail et de non-travail absolument scandaleuses. Voilà, je vous remercie. Merci Eugène, même si ce n'était pas une conclusion, c'était un complément vraiment très, très beau, très utile, et je ne pourrais que à la fois soutenir l'idée que tu as eue de renvoyer à cette recherche participative sur les dimensions cachées de la pauvreté, qui est vraiment un travail magnifique. Et puis je pense que la question finale que tu as posée sur revenir à la Suisse va ouvrir les réflexions pour cette deuxième partie de la conférence. Et maintenant, bon, je vous remercie tous les cinq, et je laisse la parole à Michael pour qu'il organise la suite. Alors, on a pris un peu de retard, mais pas trop finalement. Je pense que ça va encore. Emmanuel, et merci à tous les intervenants. Je pense, oui, ça vaut la peine de prendre le temps pour dire ce qu'il faut dire. C'était très touchant, et je pense là maintenant, tout le monde sent des questions émerger. Et puis, ça, le but de la deuxième partie, que nous tous, vous pouvez poser des questions à ces 5 personnes. Et puis pour ça, on va pas ouvrir le débat comme ça, mais on vous propose de les écrire sur un document en ligne. Je vous partage le lien dans le chat. Là, maintenant, quand vous allez sur discussion, je pense que c'est en français, et chat en allemand, si vous cliquez sur ce lien,
Et je vous montre maintenant, je pars